Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, et là c'est une vidéo de mes lectures BD. J'en ai pas fait beaucoup récemment. J'ai lu moins que d'habitude, j'ai pris un peu plus de temps pour d'autres choses, entre autres d'autres activités que j'aime faire, dont jouer à des jeux vidéo entre autres. Mais là j'ai cumulé quelques lectures, donc je vais vous en parler, et là je suis en train de rattraper aussi mon retard dans mes lectures. J'ai beaucoup d'autres BD qui s'en viennent, que j'ai très hâte de vous parler, mais sans plus attendre, j'ai 4 BD pour vous aujourd'hui. J'ai une Marvel, 2 DC et une indépendante. Donc on commence sans plus attendre avec la première BD que je vais vous parler aujourd'hui. C'est Invincible Iron Man Legacy tome 1 à la recherche de Tony Stark. J'avais pas encore commencé à lire des BD récentes de Iron Man. J'ai décidé de m'y mettre avec ce tome-là qui est le premier tome de Legacy. Qui permet de rentrer dans l'univers d'Iron Man sans trop être dépaysé, même si pour ceux qui sont pas très familiers avec l'univers des BD, ça peut être pas évident à suivre quand on embarque dans cette histoire-là, parce que l'univers d'Iron Man est beaucoup changé dans les derniers tomes de l'univers d'Iron Man. J'étais quand même au courant parce que je suivais de près et de loin un peu l'univers d'Iron Man, mais j'ai quand même eu un peu de misère à certains moments à suivre l'histoire. Mais dans l'ensemble, c'est assez bien, je suis très content de l'avoir lu. Dans le fond, on suit l'univers d'Iron Man, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne suit pas en tant que tel Tony Stark dans la BD, parce qu'il est considéré comme disparu ou mort selon les personnes. Donc il y a une nouvelle génération d'Iron Man qui a pris la relève. Il y en a deux principalement. On a une jeune fille d'origine afro-américaine qui a créé sa propre armure et qui est aidée d'une intelligence artificielle basée sur Tony Stark, qui l'encourage à devenir Iron Man, mais elle préfère s'appeler Iron Earth pour se distinguer. Et de l'autre côté, on a l'ancien grand vilain de l'univers de Marvel qui est Dr. Fatalis, Dr. Doom en version originale, qui est un des plus grands, en fait le plus grand méchant je pense des 4 Fantastiques, et il y a un des grands méchants des Avengers aussi, qui est un méchant qui possède son propre pays, la Latvérie, et qui est très riche, très puissant, qui a accès à beaucoup de technologies, sait utiliser la magie, un excellent combattant, tout ça. Et dans les tomes récents de l'univers d'Iron Man et aussi de Marvel, il est en phase de rédemption, il essaie de devenir un héros, et donc il décide vu qu'Iron Man a disparu, d'être le nouveau Iron Man, ce qui ne plaît pas à beaucoup de monde, évidemment. Et ça m'a amené beaucoup d'interactions assez intéressantes dans le comic. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Les graphiques sont aussi très beaux. C'est vraiment, ça vaut amplement le détour. J'ai aussi trouvé des belles images. Donc on voit bien en phase la machine. Ben, regarde, on va déjà montrer ça ici. C'est l'introduction de la BD, si je peux dire. On introduit Iron Earth dans ces pages-là. C'est vraiment beau à voir. Ce sont les scènes d'action aussi. C'est vraiment bien chorégraphié, si je peux dire, dans la mesure que c'est bien découpé. On suit bien l'action. Ça m'arrive des fois dans mes lectures que j'ai la misère à suivre l'action parce que c'est découpé d'une façon un peu chaotique. Ici, vraiment, on se trompe pas. C'est vraiment très clair. Et l'univers est vraiment intéressant parce que c'est un univers qui est basé sur la technologie. Donc, c'est un univers vraiment différent de ce que je dis d'habituel. Dont, mettons, Daredevil, ou... ouais, Spider-Man a quand même des gadgets, mais à la base, c'est pas tant gadget. Mais Spider-Man, Deadpool, entre autres aussi. Ici, vraiment, c'est un univers... c'est les conspirations, la technologie, c'est c'est quand même assez différent comme univers et c'est assez appréciable. À la base, je suis pas un... pas que je suis pas un fan d'Iron Man, mais c'est pas le héros qui me fait le plus triper en soi, même si j'aime son design, ses capacités. Je trouve que le personnage en tant que tel de Tony Stark, c'est pas le plus intéressant à mon avis, mais c'est mon humble avis. Et vraiment l'histoire, comme je disais, m'a donné le goût de continuer à lire du Iron Man. J'ai vraiment bien apprécié, j'ai hâte de voir la suite. Ça nous garde en haleine du début à la fin. Et même on a un personnage que je m'attendais pas à voir dans une BD Iron Man qu'on voit dans la BD d'Iron Man. Et je suis vraiment content de le voir parce que c'est un personnage que j'aimerais lire des BD sur lui. Donc je vous en dis pas plus, mais vraiment ça vaut le détour. Bonne lecture. Par contre, je recommanderais de partir des tomes avant Legacy pour pas être trop perdu dans notre lecture. Moi, j'ai été capable quand même avec légèrement de difficulté, mais ça se prend bien là. Donc, Iron Man, tome 1, Legacy. On va chez DC cette fois-ci, avec une grosse brique qui est Flash Rebirth, tome 7, Enquête de force, qui est vraiment une grosse brique, je vous le cacherai pas. C'est une des plus grosses briques de DC que j'ai eu à l'heure actuelle. L'autre avant ça,
je pense que c'était Suicide Squad, j'avais une grosse brique. Non, ouais, c'est Suicide Squad, puis il me semble que j'ai eu une grosse brique aussi de Batman. Mais ils font pas ça dans des si grosses briques que ça. C'est vraiment... je sais pas si je peux voir rapidement les pages, mais ils sont pas numérotés, n'est-ce pas? Non, c'est pas numéroté, mais c'est assez gros. C'est une bonne lecture, c'est un bon moment de la lire. Et donc, évidemment, on suit toujours les aventures de Barry Allen, Flash, qui est de plus en plus déstabilisé par l'univers qui l'entoure. Autant par le Flashpoint Paradox, c'est de plus en plus présent dans ces BD-là, qui était le grand événement qui redéfinit l'univers de DC dans les dernières années. Et là, on s'intéresse quand même pas mal à cet événement-là dans les derniers comics, et entre autres dans celui-ci, parce que Barry Allen est en recherche de la compréhension de ses pouvoirs, de la force véloce. Et dans le dernier tome précédemment, il y avait un vilain qui avait déstabilisé ses pouvoirs et l'origine de ses pouvoirs, entre autres, en dévoilant que son pouvoir n'était pas si unique en soi. Et donc au début il va essayer de remettre sa vie stable, mais il n'y arrivera pas, donc il va décider de partir en quête de compréhension. Donc il va voyager à travers le monde accompagné de sa copine Iris West, qui va l'aider à comprendre ce qui se passe et à se préparer à affronter ce qui arrive. Et dans son voyage, il va rencontrer un paquet de personnages, et entre autres deux méchants que je connaissais pas, que je pense sont assez récents dans l'univers de DC. Je sais pas si ont été créés exactement pour cette BD-là, mais c'est les Gémeaux qui s'appellent, si je me trompe pas, en français, qui sont un couple qui sont en quête d'immortalité, et ils vont croiser le chemin de Flash. Et ils vont réaliser qu'avec les pouvoirs de Flash, ils pourraient devenir immortels. Donc ils vont se mettre à le chasser à travers le monde pour récupérer le pouvoir de Flash. Et comme c'est l'image qu'on voit aussi, il va aussi se confronter aux gorilles de Gorilla City, et entre autres voyons, ben, pas directement, mais de, voyons, Grodd, le gorille qui est un des grands méchants de Flash, qu'on a pu voir dans les précédents tomes. Et il va y avoir d'autres méchants aussi, et autres héros ou anti-héros qu'on va croiser dans cette BD-là. Et ça me faisait penser un peu à la manière que c'est construit, entre autres un peu à du Green Lantern, en manière de, quand il est en quête de ses pouvoirs, compréhension des branches de ses pouvoirs, parce qu'il va tomber sur d'autres personnes qui maîtrisent d'une façon différente ses pouvoirs. Donc il y a vraiment un côté, de ce côté-là que j'ai retrouvé là-dedans. J'ai bien apprécié la lecture que j'ai eue là-dedans, même si je trouvais que c'était... Comment je dis ça? Autant il y avait un beau développement des personnages dans l'histoire, autant que je trouvais que l'histoire en tant que telle je dirais dans un sens classique, même si c'est des nouveaux concepts. J'ai quand même beaucoup apprécié, mais je veux dire, ça sonnait quand même assez classique. Il retourne à l'origine de ses pouvoirs, il essaie de comprendre comment fonctionne la force véloce, comment elle est redéfinie maintenant, parce qu'il y a dans les tomes avec Wally West et le Hunter Zolomon, ça a vraiment tout déstabilisé les pouvoirs, et ça a créé des nouvelles découvertes assez intéressantes, et je suis curieux de voir si ça va créer des nouveaux héros, mais j'ai pas l'impression d'eux. On verra bien. J'ai aimé aussi, moi dans l'univers de Flash, les méchants que j'aime beaucoup, à part le Reverse Flash classique, c'est les Lascars qui sont très classiques dans l'univers de Flash. Généralement, ils sont en groupe, donc ils n'ont pas le temps nécessairement d'être développés. Et dans ce tome-là, on s'attarde entre autres à deux des Lascars qui sont Earthwave, qui est un criminel qui se bat avec un lance-flamme, et qui est un pyromane dévoué. Ici, il y a quand même un petit développement et un retour à l'origine de sa création, si je peux dire. Et aussi le charlatan, qui est le Trickster en version originelle, qui est dans le fond comment je dis ça, la version actuelle, c'est un jeune qui se sert de divers gadgets pour commettre ses méfaits. Donc, mettons, il va y avoir des souliers, des jetpacks, il va y avoir des objets piégés. Il y a un côté un peu de Joker, dans le sens qu'il aime ça faire des farces, mais il est pas psychopathe. C'est juste que c'est un jeune qui aime ça s'amuser et commettre des crimes, surtout des vols, pour faire de l'argent grâce à un gadget qu'il est capable de faire. Et là-dedans, il s'attend quand même un certain moment sur lui, sur ce personnage-là, que je trouve quand même assez intéressant, qui dans la série Flash à la télévision, à CW, on a pu voir interprété par deux acteurs, entre autres Mark Hamill, qui est connu mondialement pour jouer Luke Skywalker dans la saga Star Wars, et dans la série des années 90 de Flash, c'est lui qui faisait The Trickster, et il a repris son rôle pour la nouvelle série Flash, et j'ai beaucoup aimé sa prestation, même s'il y avait un côté plus psychopathe qui n'était pas tant présent dans le personnage d'origine.
du Trickster. J'ai quand même aimé ça le voir. J'ai aimé ça ici qu'il soit plus développé. Parce que c'est le fun de monter des groupes de méchants, mais c'est le fun aussi de développer ces personnages-là. Et en parlant de développement, je vais finir mon tour d'horizon de cette lecture avec ce développement-là. Il y a un personnage qui a été introduit dans le dernier tome, qui est le commandant Cold, qui est un personnage qui est vraiment intéressant. Sur le coup, il me semble pas si intéressant à suivre, même si ses capacités sont intéressantes. Là-dedans, il y a un beau développement, une belle relation avec The Flash, qui est comme amoindre, si je peux dire, qui finit par avoir une certaine complicité, voyons, et que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, j'ai aimé ces personnages-là, j'ai hâte d'en voir plus, mais j'ai l'impression que c'est pas un personnage qui va rester nécessairement longtemps dans l'univers de Flash, mais quand même un bel ajout à l'univers qui est déjà complet de Flash. C'est pas évident d'introduire de nouveaux personnages comme ça au fil des années. Il y en a quelques-uns qui réussissent à se distinguer, mais il y en a beaucoup qui tombent dans l'oubli. Celui-ci, c'est vraiment une belle réussite pour ce personnage-là que j'ai hâte de voir un peu plus pour la suite. Je continue sans plus attendre avec une prochaine lecture DC. C'est une nouvelle lecture, une nouvelle série que j'ai commencé, qui est sortie depuis un certain moment, mais je l'avais vu de côté, mais vu que je lisais beaucoup de BD, faut faire des choix à un moment donné. C'est une question aussi de temps et d'investissement. Et j'ai fini par m'attarder à cette série-là. J'avais beaucoup aimé la version New 52, qui était la version précédente de ces tomes-là, de la Teen Titan. Donc c'est Teen Titan tome 1, Damien, le petit génie, qui dans le fond est la nouvelle version des Teen Titans chez DC, chez Rebirth en fait, dans la nouvelle version. Et dans le fond, pour ceux qui ne sont pas familiers, si vous n'avez pas vu les séries télé qui jouent à la série qu'il y avait au début des années 2000 qui était excellente, ou la nouvelle Teen Titan Go que je trouve vraiment sans intérêt, ou entre autres la série Titan qui est disponible entre autres sur Netflix, qui a 2 saisons à l'heure actuelle. Ça s'attarde sur la fond, le terme anglais, c'est les sidekicks de l'univers de DC, donc je dirais je veux dire les bras droits, mais c'est pas une bonne traduction, mais les accompagnateurs ou les faire valoir, je pense que c'est ça, les faire valoir des héros de DC. Donc on a Robin, qui est le sidekick de Batman, on a Kid Flash, qui est, comme son nom l'indique, le bras droit de Flash. On a aussi Changelin, qui est Beast Boars en anglais, qui est un garçon qui a la capacité de prendre l'apparence de pas mal tous les animaux qui existent. On a Starfire, qui est quand même assez connu dans l'univers des DC, elle a eu plusieurs aventures. Je l'avais découvert entre autres dans les BD Red Hood de New 52, elle avait une importance assez importante, qui est une extraterrestre qui a des pouvoirs en rapport avec l'énergie solaire. Et on a Raven, qui est un personnage très sombre, qui des origines démoniques, parce que son père c'est Trigon, qui est un des plus grands méchants de l'univers des DC, qui son but c'est de détruire la Terre. Et donc elle c'est la fille de ce monstre-là. Elle a des pouvoirs sur les émotions, elle peut capter de l'énergie, je pense qu'elle peut se téléporter aussi. C'est la nouvelle version des Teen Titans, dirigée par le Damien, qui est le dernier en date des Robins, qui est dans le fond le Damien Wayne, qui est le fils de Bruce Wayne, et qui est un Robin qui, ma foi, il se distingue des autres, ça j'y donne le point, mais c'est pas je trouve le plus intéressant. J'étais plus capté par Jason Todd ou Tim Drake, qui sont les deux précédents Robin, que celui-ci, même s'il y a quand même ses arcs intéressants. Il y a une tête brûlée, si je peux dire, et il est très lié au méchant qu'on peut voir sur la couverture, qui est Ra's al Ghul, parce que son grand-père c'est Ra's al Ghul. Et donc dans ce tome-là, Damien va être forcé, il va former une équipe avec ces héros-là pour affronter son grand-père et comment je dis ça, la nouvelle génération d'assassins de la Ligue des Assassins qui ont été formés, qui étaient censés être dirigés à la base par Damien, qui s'appelle le Point du Mal, un truc comme ça, qui dans le fond, grosso modo, est une version détraquée de tous les membres des Teen Titans, et donc va s'affronter, et ça va pas être évident, étant donné que Damien, c'est pas un personnage qui travaille en équipe généralement, même avec Batman, il va souvent aller de son bord tout seul, faire ses propres actions. Mais il va devoir être obligé de travailler en équipe, et même si au début ça marche pas trop bien, ça va finir par fonctionner, et c'est quand même bien pour ça. Il y a une bonne interaction avec les personnages, entre autres Kid Flash ou Starfire entre autres. Il y a une bonne interaction. Le design est très beau des BD, j'aime beaucoup ça, c'est très coloré.
parce qu'on mélange beaucoup de héros ensemble, donc on mélange les thèmes de couleurs, ce que j'aime beaucoup. Entre autres, les personnages comme Starfire ou Raven qui ajoutent des couleurs qui leur sont pas très rougeâtres ou très grisâtres. C'est vraiment bien. Et l'action est intéressante, est très simpliste, mais c'est du Teen Titan et ça revient à l'origine un peu du Teen Titan avec Damien. Donc c'est quand même assez simpliste, mais intéressant parce que les ennemis c'est comme des versions détraquées de eux qui sont à la fois intéressants, mais pas tant marquants en soi. Outre la leader de ce groupe-là, que j'en dirais pas tant parce qu'elle amène des twists assez intéressants dans l'histoire, mais c'est vraiment une bonne histoire des Teen Titans. C'est pas ma préférée, je tiens à le préciser. J'ai quand même apprécié l'histoire, mais j'avais lu les New 52 que j'avais trouvé plus rafraîchissant, entre autres dans la composition de l'équipe. Il y avait quand même travaillé pour qu'il y ait des nouveaux personnages dans l'équipe, ce ne sont pas toujours les mêmes. Ici, on se retrouve quand même avec la base, même si le Kid Flash et le nouveau Kid Flash, les autres membres qui sont du groupe, c'est les membres classiques, si je peux dire, des Teen Titans. On a comme l'impression qu'ils ont comme pas évolué, même si particulièrement Starfire a eu des grosses évolutions dans l'univers d'ici récemment. J'aurais aimé ça voir d'autres personnages qui avaient ajouté entre autres dans le New 52. Mais je peux comprendre qu'on veut comme recentrer l'univers pour que les gens puissent suivre et avoir des visages familiers. Donc je peux comprendre, j'ai quand même apprécié l'histoire, j'ai hâte de lire la suite. Entre autres le tome 2 qui est déjà sorti à l'heure actuelle ajoute un autre personnage à la team, que c'est un personnage que je trouve vraiment intéressant, que j'ai jamais rien lu dessus. Qui est Aqualad, qui est dans le fond le sidekick d'Aquaman, qui a été créé pour la série Young Justice à l'époque, et que j'ai jamais vraiment lu sur lui, mais j'avais quand même apprécié le personnage dans la série, entre autres Young Justice. Je pense en français c'est Justice League, une nouvelle génération, qui a une troisième saison qui est sortie il y a pas longtemps, que j'ai pas terminé, il faudrait d'ailleurs que je termine, qui m'intéressait beaucoup. Donc voilà, Teen Titan tome 1. Je vous invite à découvrir, c'est une bonne série, j'ai décidé de commencer. Ça vaut le détour. Et je finis mon tour d'horizon avec le dernier tome en date de l'univers de Black Hammer, en version en anglais, parce que maintenant j'attends plus pour les lire qui sortent en français, ça prend quand même un certain temps. Et tant qu'à être, j'ai pris tout de suite pour... C'est un univers qui m'a tellement captivé, l'univers de Black Hammer. Donc ici c'est Black Hammer Age of Doom Part 2. Chez, j'allais dire Urban Comics, mais c'est en français c'est Urban Comics, mais en anglais c'est Dark Horse, et même qui offre entre autres l'univers des Hellboars. Et donc ça c'est l'univers de Black Hammer qui est quand même, depuis les dernières années, c'est très étoffé. Moi j'ai découvert l'année dernière, mais maintenant il y a eu beaucoup de tomes, beaucoup de BD qui existent dans l'univers de Black Hammer, beaucoup de spin-off. Et ce tome-là termine l'arc principal entamé il y a quelques années de Black Hammer. C'est le quatrième tome si je ne me trompe pas, sans compter les spin-offs évidemment. Et donc Jeff Lemire finit son histoire de base en préparant la suite de son univers. Parce que je savais me renseigner, même s'il laisse pas beaucoup d'éléments dans ce tome-là, je savais me renseigner et Jeff Lemire a dit que son univers n'était pas terminé, il y avait beaucoup d'autres histoires à raconter, beaucoup d'autres choses à ajouter. Donc ça va repartir de plus belle d'ici peu, si c'est pas déjà commencé pour Black Hammer. Mais pour l'instant, parlons de ce tome-là, donc Black Hammer Age of Doom 2. Donc on suit toujours les mêmes héros principaux qu'on a suivis dans les autres tomes. Mais cette fois-ci, c'est vraiment assez déstabilisant. Parce que dans les derniers tomes, on avait un twist qui était très déstabilisant, qui comment je dirais ça, répondait à beaucoup de questions, mais en posait plusieurs, et nous demandait où qu'elle allait maintenant dans cette direction-là. Dans ce tome-là, d'abord le premier chapitre, si je peux dire, du tome, moi je peux dire ça, j'ai rarement vu ça comme lecture. C'est hyper déstabilisant parce que c'est on va pas, c'est comme à l'origine des idées de Black Hammer, dans le sens que on suit les Captain Weird qui se retrouvent dans une autre dimension, si je peux dire, en voulant ramener tous les personnages principaux sur Terre, et il va chercher un moyen de retourner vers ses amis, et il va croiser plein de personnages, et rapidement, en fait, c'est mis de l'avant que c'est l'univers des personnages inutilisés, c'est l'univers inutilisé, c'est les histoires inabouties, et on va croiser plein de personnages les plus farfelus les uns que les autres, qui peuvent être intéressants pour la plupart, même si je vois pourquoi ils n'ont pas été développés plus que ça dans l'univers de Black Hammer. Et ça va tourner vraiment du côté
l'univers méta, si je peux dire, parce qu'ils sont comme plus ou moins conscients qu'ils sont dans un comic. Vraiment, à la fin de ce chapitre-là, ça part vraiment dans des... On voit... Comment ça, c'est bien m'exprimer. On va plus loin que Brésil Ketremus, si je peux dire. Il y a comme une vraie image frappante que je ne dévoilerai pas, mais je vous invite à découvrir. Qui, j'ai trouvé ça vraiment, audacieux, si je peux dire, des créateurs de Black Hammer, donc de Jeff Lemire. Mais j'ai quand même bien aimé et j'ai eu hâte d'embarquer dans l'histoire principale qui prend quand même un certain temps dans la BD et qui est très déstabilisant. Je m'attendais pas à cette direction-là. J'ai beaucoup apprécié, même si la fin me laissait un peu sur ma faim, si je peux dire. J'ai aimé ça, j'ai aimé la conclusion quand même qui est apportée dans ce recueil-là, qui nous tenait en haleine depuis le premier tome que j'avais découvert, qui m'avait capté. On suivait 5 héros qui avaient disparu et qui étaient pris sur une ferme et qui essaient de leur refaire leur vie. Et là, on obtient comme une conclusion assez satisfaisante, si je peux dire, de l'histoire principale de Black Hammer. Même si on en prendrait plus à la base, c'est quand même assez satisfaisant. J'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé le développement des personnages, même si on laisse pas place tant au développement parce qu'on passe une belle direction qui, comme je disais, est très déstabilisant, mais qui est intéressant. Et ça s'attarde beaucoup sur le personnage en fond ici. Pour ceux qui embarquent là, qui n'ont pas suivi, je ne veux pas trop dévoiler, mais ce personnage-là qui est en fond, c'est vraiment lui qui est central maintenant dans l'univers de Black Hammer et qui va déterminer l'avenir de Black Hammer, si je peux dire. Et vraiment, c'est digne des tomes de Black Hammer qu'on a le droit à date de Jeff Lemire. C'est vraiment une bonne lecture. C'est vraiment un univers à découvrir, je le dis à chaque fois pour les BD de Black Hammer. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, ça vaut amplement le détour. C'est rafraîchissant comme univers, c'est très déstabilisant. Le design est vraiment bien. Je trouve ça 16 étages, les BD que je lis actuellement chez DC et Marvel, que j'aime beaucoup le design, particulièrement chez DC. Mais ici, on a un design qui est propre, qui crée son propre univers. Et dès qu'on voit le design, on reconnaît qu'on a l'univers de Black Hammer et j'apprécie beaucoup ça. Et vraiment, c'était une bonne lecture. J'ai bien hâte de voir la suite, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Il y a d'autres spin-offs que j'ai pas encore la chance de lire, je crois, même si j'en ai lu beaucoup à l'heure actuelle. Vraiment, c'était une bonne lecture Black Hammer chez Dark Horse. Il y a entre autres que j'ai pas encore lu, je pense à ça. Tellement que Black Hammer a pris de l'ampleur, il existe un crossover avec la Justice League qui, je suis curieux de voir comment elle peut avoir lieu. C'est quoi l'action qui en découle, mais j'ai vraiment hâte de lire cette BD-là. Et bref, c'est mes 4 lectures actuelles que j'ai lues récemment, mais j'en ai déjà d'autres de lus. Entre autres, il y a un nouveau format de Watchmen qui est sorti pour l'occasion de la série, entre autres. Et je sais pas si c'est l'anniversaire de Watchmen, j'ai pas regardé. J'ai commencé à les lire. J'avais déjà lu Watchmen en anglais. Et là, je les ai pris en français, une nouvelle édition chez Urban Comics en 12 tomes. Parce qu'à la base, c'est 12 numéros. Que j'ai hâte de vous montrer et de vous parler. Mais pour l'heure, c'était mes lectures. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. J'ai été un peu plus calme récemment, mais c'est toujours une question de planning. J'essaie toujours de sortir une vidéo par semaine, mais c'est pas toujours évident. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager mes vidéos et à vous abonner autant sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook. J'aime ça lire vos commentaires, j'aime ça voir que mon contenu est apprécié, donc je continue à persévérer dans cette direction-là. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne de Matt Bellec 2.0. Alors je vous dis ciao bye.